on peut se demander d'où sort Alice au Pays des Merveilles. Je veux parler du texte de Lewis Carroll. On peut s'étonner que ce texte soit apparu alors que rien ne le laissait présager, dans la mesure où s'il y a eu une littérature jeunesse au XIXe siècle, elle était très différente de ce que Lewis Carroll a écrit. D'une part parce que Alice au Pays des Merveilles n'inclut aucune dimension morale, ce qui est une véritable différence par rapport à la grande majorité, sinon la totalité, des écrits destinés aux enfants. Et pour ce qui est de l'aspect imagination, ça, en revanche, c'est quelque chose qu'effectivement on avait pu déjà rencontrer. Le principe du voyage dans un pays imaginaire, en soi, n'a rien de très neuf, de très original. On peut même penser par exemple à Gulliver, qui n'est pas au départ un ouvrage pour enfants, mais qui l'était devenu au fil du temps. Donc l'idée d'un héros ou d'une héroïne qui disparaît dans un monde qui n'a pas grand rapport, ou du moins qui se substitue à la réalité que nous connaissons, ça, sur le fond, ça n'est pas là qu'est la plus grande nouveauté. Ce que Lewis Carroll a véritablement pu apporter à la littérature pour enfants, c'est, comme je le disais, une littérature qui ne prétend pas enseigner de leçons de morale aux enfants, qui ne leur dit pas ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils ne devraient pas faire, et justement, les personnages qui prétendent faire la morale sont plutôt ridiculisés, sont plutôt présentés comme des monstres, comme des personnages terrifiants, et l'héroïne s'affranchit de toutes ces contraintes-là. Et donc, on peut voir que Lewis Carroll lui-même s'est affranchi de ce modèle littéraire pour arriver à créer sa propre forme, et c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Alice au Pays des Merveilles a si bien survécu, en tout cas beaucoup mieux que quantité d'autres ouvrages destinés aux enfants écrits à la même époque. Lewis Carroll parle d'Alice au Pays des Merveilles comme d'un conte ou d'un récit, a tale, le terme anglais est relativement neutre. Je n'ai pas l'impression qu'il ait utilisé le mot fairy tale, donc il n'est pas question de conte de fées. De fait, il n'y a aucun personnage qui soit explicitement étiqueté comme être surnaturel dans le récit d'Alice au Pays des Merveilles. Elle rencontre des personnages plus ou moins étranges. Elle rencontre des animaux qui parlent, des fleurs qui parlent, des êtres qui ont une apparence humaine mais un comportement parfois très étrange, mais aucun n'est présenté comme doté de pouvoirs magiques, comme capable de réaliser des choses miraculeuses. Bon, il y a évidemment le champignon qui fait grandir et rapetisser. Il y a le fait que Alice change de taille. Donc il se passe des choses de l'ordre du surnaturel, ça c'est vrai, mais il n'y a pas de personnage qui détient le pouvoir de transformer les autres. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que Alice au Pays des Merveilles n'est pas un conte de fées, puisqu'il n'y a pas de fées, précisément. Malgré tout, comme je l'ai dit, le surnaturel est très présent, et le récit prend la forme d'un parcours qui n'a pas forcément une structure tout à fait flagrante, il n'y a pas véritablement de progression de l'héroïne entre le début du récit et la fin. Il lui arrive toute une série d'aventures, de mésaventures, mais on ne peut pas véritablement déterminer qu'elles ont un sens bien précis qui mènerait Alice vers un but quelconque. Le seul but qui lui au départ, c'est d'entrer dans le petit jardin qu'elle voit par la porte, et elle finit par y entrer. Donc oui, de ce point de vue-là, on peut dire qu'Alice atteint un but, mais en somme, il n'y a pas véritablement de progression qui l'amènerait à un endroit. Dans la traversée du miroir, c'est un peu différent, puisque, comme Lewis Carroll s'est inspiré du format d'une partie de jeu d'échecs, Alice se déplace de case en case, et donc on
on a pu reconstituer la partie en question, on pourrait là considérer qu'il y a davantage un parcours et un cheminement bien précis avec cette dimension initiative, de progrès, de transformation du personnage. Dans le premier des deux récits, dans Alice au Pays des Merveilles, Alice, après avoir connu tout un tas d'aventures, après avoir rencontré beaucoup de personnages, il s'agit plus de rencontres que d'aventures véritablement, car à part le changement de taille qu'Alice vit à plusieurs reprises, ce sont plutôt les rencontres qui peuvent l'influencer et qui lui permettent d'affirmer sa propre personnalité par opposition à tous ces personnages bizarres qu'elle croise. Et simplement, à la fin du récit, ou plutôt le récit prend fin lorsqu'Alice décide d'affirmer plus résolument que jamais auparavant sa personnalité, car aussi bien Alice au Pays des Merveilles que La Traversée du Miroir se terminent par une révolte du personnage, par une sorte de grosse colère dont Alice est prise. À la fin de chacun des deux récits, Alice décide que ça suffit, elle en a assez, elle en a plus qu'assez de rencontrer tous ces personnages qui sont un peu tyranniques, qui prétendent lui dire ce qu'elle doit faire, et donc, à chaque fois, il y a un moment où elle dit « ça suffit, je n'ai plus envie d'être ici, vous n'êtes que des personnages imaginaires », et Alice, dans un premier cas, comment dire, elle décide de tout envoyer promener, elle est entourée, elle se trouve dans un tribunal entouré d'animaux, de personnages de jeux de cartes, et elle jette tout ça en l'air, et le récit se termine, le rêve se termine aussi, et elle revient dans la réalité. Et c'est exactement la même chose qui se passe dans La Traversée du Miroir, où Alice est invitée à une sorte de grand banquet, elle est devenue reine, au même titre que la Reine Rouge et la Reine Blanche. Donc on pourrait considérer qu'elle est arrivée à un point d'aboutissement et qu'elle pourrait s'estimer satisfaite, mais pas du tout. Elle ne supporte pas non plus cette nouvelle situation, et on la voit, il y a une illustration qui est tout à fait frappante, où on voit qu'elle renverse complètement la table, c'est la révolution, et Alice se met à secouer la Reine Rouge, et en secouant la Reine Rouge, elle se réveille, revient à la réalité, et se rend compte qu'elle est en train de secouer son petit chat. On pourrait considérer qu'Alice au Pays des Merveilles est un récit d'une grande modernité dans la mesure où il échappe à la fin traditionnelle des contes de fées. Alice ne rencontre pas de prince charmant, elle ne se mariera pas et elle n'aura pas beaucoup d'enfants. Du moins, cela n'est pas annoncé explicitement à la fin des contes, ça n'est pas ce qui nous est dit. Alice, à la fin de l'histoire, est encore une petite fille. Elle reste une petite fille après, lorsqu'elle se réveille. Et ce qu'elle retiendra du conte, c'est qu'elle a fait un rêve, qu'elle a rencontré dans ce rêve un tas de créatures bizarres, mais pour autant, son avenir de petite fille victorienne n'est pas remis en question. Et on peut supposer qu'elle reprendra son existence comme si de rien n'était. Il y a simplement, dans le premier des deux récits, dans Alice au Pays des Merveilles, un passage un peu curieux, un peu vieillot pour le coup, où c'est la grande sœur d'Alice qui imagine qu'un jour Alice pourra à son tour raconter l'histoire qu'elle a vécue, peut-être à ses propres enfants. Donc là, il n'y a pas de prince charmant, mais il y a beaucoup d'enfants, mais en tout cas, rien n'annonce qu'Alice, même si on peut supposer qu'elle n'échappera pas nécessairement à ce sort commun, en tout cas, ça n'est pas dit, rien n'annonce explicitement dans le texte qu'Alice rencontrera l'homme idéal et l'épousera, et rien ne nous dit qu'elle sera sauvée par ce beau prince qui viendra la délivrer, puisque, comme je l'ai dit, Alice se délivre toute seule des situations dans lesquelles elle ne se sent pas bien.
si on peut parler de parcours initiatique à propos d'Alice au Pays des Merveilles, c'est peut-être dans la mesure où Alice est amenée à se poser beaucoup de questions sur elle-même, sur son identité, car au cours de cette chute qu'elle fait dans le Terrier du Lapin, et ensuite la découverte de cet univers étrange qu'elle fait, elle est à plusieurs reprises amenée à se demander qui elle est véritablement. D'une part, est-elle restée elle-même après cette chute? Si elle est tombée de l'autre côté de la Terre, si elle se trouve aux antipodes ou ailleurs, est-elle encore la même Alice qu'elle était autrefois? Et c'est pour ça, c'est pour se rassurer sur son identité, qu'elle essaye de réciter les choses qu'elle savait autrefois, ces fameuses comptines, ces poèmes qu'elle croit connaître par cœur et qu'elle est devenue incapable de réciter. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu transformation malgré elle, et une transformation pas forcément souhaitable, qui l'a rendue oublieuse de choses qui devaient aller de soi. Donc, Alice a oublié beaucoup de choses qu'elle croyait savoir, et elle apprend aussi au contact de tous les êtres qu'elle rencontre, elle apprend qu'elle n'est pas forcément ce qu'elle était sûre d'être. Elle était sûre d'être une petite fille, d'être un être humain, mais elle rencontre des créatures qui vont lui faire voir qu'elle n'est peut-être pas du tout ça. Par exemple, il y a un passage qui n'est pas très connu, mais elle rencontre un oiseau dans un arbre. Quand Alice est devenue très grande, elle a la tête qui dépasse des branches, elle se retrouve au milieu des branches de l'arbre, et il y a un pigeon qui lui dit « Tu es un serpent ». Et la preuve, c'est qu'Alice aime manger des œufs. Un animal dont la tête passe au milieu des branches et qui voit un oiseau et qui déclare vouloir manger des œufs, ça ne peut être qu'un serpent. Pour le pigeon, la question est claire, Alice n'est pas un enfant, Alice n'est pas un humain, Alice est un serpent. Et le problème se repose dans la traversée du miroir, quand Alice rencontre des animaux emblématiques de la Grande-Bretagne, le lion et la licorne, et pour elle, la licorne surtout est un animal fabuleux, un être irréel, mythique. Et donc, Alice est très surprise quand elle se rend compte que la licorne la considère, elle, comme un animal fabuleux. Pour la licorne, un enfant humain, c'est un animal fabuleux. Et une autre difficulté pour Alice également, qui concerne son identité, toujours dans la traversée du miroir, c'est que si Alice se trouve dans un rêve, il n'est pas sûr qu'elle soit l'héroïne de ce rêve, au sens où ce n'est peut-être pas elle qui rêve, elle n'est peut-être que l'un des personnages du rêve de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est sans doute la prise de conscience la plus troublante pour Alice, quand elle se rend compte qu'elle peut être totalement dépossédée de sa maîtrise du récit. Elle n'est peut-être pas responsable de ses aventures, même si on a l'impression qu'elle choisit où elle va, plus ou moins. En tout cas, si elle n'est qu'un des éléments du rêve de quelqu'un d'autre, là, ça devient véritablement très troublant, car il suffit que ce quelqu'un d'autre se réveille pour qu'elle cesse d'exister. Il s'est écoulé plusieurs années entre les deux volumes d'Alice, entre les deux récits écrits par Lewis Carroll. Dans le premier, Alice est encore une très petite fille. On s'en rend compte à travers ses centres d'intérêt. Elle est très attirée par tout ce qui concerne la nourriture, notamment. Les comptines qu'elle récite sont aussi des comptines typiques de très jeunes enfants, pourrait-on dire. Donc le premier parcours est vraiment celui d'une très petite fille, et comme l'héroïne, comme les lecteurs ont retrouvé l'héroïne plusieurs années après, du moins au XIXe siècle quand les ouvrages sont parus pour la première fois, l'héroïne a également grandi un peu, peut-être pas énormément, mais ses objectifs, ses ambitions ne sont plus les mêmes. L'idée de devenir reine du jeu d'échecs pas vraiment effleuré la première Alice, je pense. Et dans la traversée du miroir, il y a aussi, mais est-ce que c'est Alice qui a grandi ou est-ce que c'est Lewis Carroll qui a vieilli? On peut se poser la question. On sent peut-être davantage une réflexion sur le passage du temps, où Alice est confrontée pour la première fois à des personnages âgés. Par exemple, il y a le chevalier blanc,
qui est un personnage où on a parfois pu voir un double de Lewis Carroll. Et il y a des remarques sur le caractère éphémère de l'enfance. Il y a notamment tout un passage quand Alice fait une promenade en barque. La barque est pilotée par une chèvre qui vend de la laine dans un magasin, et elle part tout à coup sur un lac, et Alice cueille des roseaux, et il y a un passage où le narrateur est très ému sur cet enfant qui cueille des roseaux. C'est un spectacle magnifique, mais hélas, il ne durera pas, car l'enfant grandira. Et donc, ça n'est plus exactement la même insouciance qu'il y avait en quelque sorte dans Alice au Pays des Merveilles, où Alice avançait, où le personnage était, comment dire, armé d'une jeunesse éternelle. Dans La Traversée du Miroir, il y a des éléments qui laissent entendre, mais comme je le disais tout à l'heure, il s'agit peut-être davantage du vieillissement de Lewis Carroll lui-même. Il y a des éléments qui nous montrent aussi, quand même, qu'Alice a un peu grandi, même si dans les illustrations, qui sont l'un des supports privilégiés du contact du lecteur avec le récit, dans les illustrations, Alice n'a pas tellement changé. Un tout petit peu, mais elle reste une petite fille du XIXe siècle. Lewis Carroll a toujours aimé jouer avec les mots, et il ne s'en prive pas dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a bien sûr tout l'aspect parodie de poèmes connus, dans lesquels un mot remplace un autre et fait basculer le sens dans le non-sens. Mais cette tendance est encore plus flagrante dans La Traversée du Miroir, où dès le départ, dès le moment où elle a franchi le miroir, Alice ouvre un livre dans la maison qui se trouve de l'autre côté du miroir, et elle découvre un texte qui est évidemment lisible si elle le pose devant un miroir. Le problème n'est pas seulement la question du renversement des caractères, mais même lorsqu'elle arrive à le déchiffrer devant un miroir, elle se rend compte qu'elle n'y comprend rien, car ce texte est rempli de mots inconnus pour elle. Et un peu plus loin, elle rencontre un personnage qui va lui donner l'explication de ce poème. Ce personnage, c'est Humpty Dumpty, qui est une sorte d'œuf vivant, d'œuf qui est animé, qui a des yeux et une bouche, qui est un personnage de conte lui-même. Et cet Humpty Dumpty va faire une explication de texte de la première strophe du poème. Le poème est très long, mais Humpty Dumpty va se contenter de la première strophe. Et Alice va lui demander de lui expliquer, ou on pourrait presque dire de lui traduire chaque mot, car chacun des mots utilisés dans le poème sont des mots inventés par Lewis Carroll, comme s'il avait créé une langue de toute pièce. Et Humpty Dumpty va fournir une traduction en anglais normal de ces mots qui sonnent comme des mots anglais, mais des mots anglais qui n'existent pas. Et donc, c'est là que le jeu sur le langage est poussé à l'extrême, car, après tout, on ne peut que croire ce que nous dit cet interprète, et rien ne prouve qu'il soit fiable, mais ce passage du poème Jabberwocky, qui raconte une histoire de chevalier qui combat un monstre, c'est celui où, sans doute, le jeu sur le langage va le plus loin.